Okay. I think that En français. sorry, sorry. Désolée, pardon. Je pense, Delphine, que si tu veux, nous pouvons commencer. Très bien. Bah, écoutez, je suis extrêmement heureuse de passer cette heure avec vous dans le cadre du deuxième webinaire organisé par Medipied et Medilab qui porte sur les expériences et leçons tirées jusqu'à présent de la surveillance Covid, de l'investigation sur les cas et de la recherche des contacts. C'est le premier webinaire en français et on est très heureux d'accueillir le docteur Bikaba et le docteur Méziani qui vont nous parler de la situation nationale, respectivement au Burkina Faso et en Algérie. Je vais modérer ce webinaire et je remercie vraiment Medipied de me donner cette opportunité. Je vais me présenter peut-être rapidement. Je m'appelle donc Delphine Antoine, je suis épidémiologiste, actuellement conseillère technique plutôt en fin de carrière, on va dire, à l'Agence nationale française de santé publique, Santé publique France. Cette agence participe à Medipied depuis le début du programme en 2014-2015 et j'ai principalement travaillé dans le domaine de l'épidémiologie des maladies infectieuses, de la tuberculose, de la santé des migrants et de la formation en santé publique. Au cours des 5 dernières années, j'avais participé à Medipied en tant que membre du comité scientifique consultatif et à certaines activités du programme, notamment des modules. Peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec Medipied et Medilab Secure, parce qu'il peut y en avoir parmi vous, juste quelques informations très rapides, parce que je pense que la majorité d'entre vous sont bien familiarisés. Medipied a été mis en place en 2014-2015 et vise à contribuer à l'objectif global de renforcement de la sécurité sanitaire dans la région de la Méditerranée et de la mer Noire, en soutenant le renforcement des capacités de prévention et de contrôle des menaces pour la santé, grâce à la poursuite du déploiement d'un programme de formation en épidémiologie d'intervention du style FITP. Le projet est financé par l'Europe et coordonné donc par un consortium mis en place en Espagne par l'Instituto de Salud Carlos III, désolé pour la prononciation, et une fondation espagnole avec l'appui scientifique de l'ECDC, donc le Centre européen de la surveillance du contrôle des maladies. Le projet Medilab Secure vise à consolider un réseau de laboratoires sur les virus émergents dans les pays de la région Méditerranée et de la mer Noire et englobe des pays partenaires du pourtour de la Méditerranée et de la mer Noire, 19 pays non membres de l'Union européenne, par le biais d'un travail collaboratif pour répondre aux besoins nationaux en matière de santé publique. La collaboration entre Medipied et Medilab, elle porte sur l'organisation des modules de formation ou de webinaires, dont celui d'aujourd'hui. Ce webinaire est un moment d'échange et de partage d'expériences. Donc, on va entendre les présentations, mais n'hésitez pas à contribuer et ne soyez pas timide pour contribuer à la discussion. Et pour cela, vous aurez deux manières de le faire. Vous pouvez lever la main pour poser votre question en direct, oralement, ou vous pouvez aussi également mettre vos questions par écrit dans le chat. Donc, il y aura les deux présentations vont avoir lieu dans un premier temps, puis nous aurons ensuite une discussion plénière. Je proposerai simplement après chaque présentation une ou deux questions sur des questions de clarification, puisque toute la discussion a lieu après les deux présentations. Donc, nous avons aujourd'hui deux présentations de 15 minutes chacune et un temps de discussion à la suite. Pour la bonne écoute de tous, je vais vous demander d'éteindre vos micros, sauf les orateurs, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'écho. Je vais passer la parole au premier orateur, le docteur Brice Wilfried Bikaba, qui est responsable du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires au ministre de la Santé du Burkina Faso. Docteur Bikaba, je vous passe la parole pour votre présentation sur la situation au Burkina Faso. Vous pouvez donc, docteur Bikaba, partager la présentation et en ligne.
Est-ce que vous nous entendez? Docteur Bikaba? Docteur Bikaba, est-ce que vous êtes en ligne? Il apparaît comme s'il serait en ligne, Delphine, mais il semble qu'il ne nous entend pas. Alors, je regarde s'il y a un chat, sinon je vous proposerai que… Docteur Bikaba, est-ce que vous nous entendez? Ça y est, j'ai l'impression que c'est revenu. Alors, ce que je propose, du coup, Concha, est-ce que tu es là? J'éteins ma caméra juste pour laisser le plus de connexion. Ce que je propose, si le docteur Bikaba a des difficultés à se connecter, si cela te va, c'est peut-être qu'on commence par la présentation du docteur Karima Méziani et que tu fasses un petit mot au docteur Bikaba pour lui dire qu'on fera sa présentation en deuxième, le temps qu'il arrive à régler ses problèmes techniques. Est-ce que ça te va, Concha? Absolument, absolument. Merci beaucoup. J'essaye d'ouvrir et de faire la… Voilà. Donc, docteur, je vais donc passer la parole. On va donc commencer par la présentation sur la situation en Algérie, qui va être faite par le docteur Karima Méziani, qui est en charge de la surveillance à l'Institut de santé publique d'Algérie. Donc, je vais vous passer la parole, docteur Méziani, tout de suite, et je vais demander donc aux autres personnes d'éteindre leur micro. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis désolée. Oui, te déranger. C'est bon, vous m'écoutez? Bonjour, est-ce que, à part le docteur Méziani, je demande à tout le monde d'éteindre vos micros de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence ni d'écho. Ok, merci. Bonjour, je suis très contente de partager avec vous notre dispositif de surveillance pour le Covid-19. Le dispositif de surveillance de l'infection au SARS-CoV-2 en Algérie. S'il vous plaît. Pour introduction, pour rappel, en décembre 2019, la Chine a déclaré l'apparition d'une infection due à un nouveau virus et qui a entraîné des complications respiratoires graves. Par la suite, cette maladie s'est propagée dans tous les pays du monde. Et en janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que cette maladie est une urgence de santé publique de portée internationale. En mars, l'OMS élève le niveau d'alerte et la déclare comme pandémie. En Algérie, le premier cas qui a été importé, il a été déclaré en février 2020. La suite, s'il vous plaît. Suite. L'Algérie, comme tous les autres pays, a un dispositif de réponse en se basant sur
le plan de préparation contre la pandémie H1N1 qui a été élaboré en 2020. Et bien sûr, en l'adaptant selon les spécificités de ce nouveau virus. La suite, s'il vous plaît. Le dispositif de surveillance est composé de plusieurs cellules et de comités. Qui a mis en place au début de l'épidémie un numéro vert et cela, elle l'a mis à la disposition de toute la population pour information et peut-être pour orientation. Après, avec l'évolution de l'épidémie, ce numéro a été scientifique, composé de directeurs centraux du ministère de la Santé, l'Institut national de santé a mis en place une cellule Covid-19, la sensibilisation et aussi, surtout, l'analyse des données. Et elle a édité un bulletin épidémiologique quotidien sur le Covid-19. La stratégie de riposte est déclinée sur différents niveaux d'alerte. Le premier niveau, c'est l'absence totale des cas à l'échelle nationale. L'objectif était de renforcer le plan de préparation et de mettre en alerte le système sanitaire. Le niveau 2, on a des cas importés. C'est des cas isolés ou bien des foyers circonscrits. On n'a pas de circulation active de ce virus. L'objectif était de détecter précocement le cas et de renforcer les mesures de préparation. Le niveau 3, c'est on a la transmission importante du virus au niveau de toute la population. Là, l'objectif est de réduire au maximum les effets de l'épidémie. Le niveau 4, c'est le retour à la normale. L'objectif, c'est d'évaluer les actions entreprises et les leçons apprises pour réajuster la stratégie, c'est nécessaire. La suivante, s'il vous plaît. Le dispositif se base essentiellement sur le secteur de santé, mais d'autres secteurs sont impliqués dans le premier ministère qui avait pour rôle de confinement, de fermeture des frontières et fermeture des écoles. Suivante, s'il vous plaît. Les objectifs, la surveillance est basée sur deux objectifs. Premièrement, l'objectif général qui est d'abord se détecter précocement le cas, intervenir rapidement et interrompre la chaîne de transmission. Les objectifs spécifiques, c'est de connaître les caractéristiques épidémiologiques de l'épidémie dans tout le territoire national, identifier les sources de contamination et diminuer la transmission. La suivante, s'il vous plaît. On va parler maintenant des structures impliquées. On a les structures hospitalières, le SEMEP, c'est le service d'épidémiologie et de médecine préventive, la direction de santé de la population, l'Institut national de santé publique, l'Institut Pasteur d'Algérie et le ministère de la Santé. La suivante, s'il vous plaît. Les missions maintenant des intervenants. Pour le médecin, son rôle, c'est de détecter le cas, l'isoler, le prendre en charge et de déclarer ce cas au niveau du SEMEP de l'hôpital qui a pour rôle de lancer l'investigation épidémiologique. La suivante. Le rôle du SEMEP. Le SEMEP, c'est un acteur essentiel dans le dispositif de surveillance et d'alerte. Et là, c'est le principal noyau de la surveillance. On a deux SEMEP. Le SEMEP de l'hôpital qui a pour mission de déclaration, de surveillance de l'épidémie et aussi d'essayer d'identifier les sujets contacts
et d'envoyer cette liste au CEMEP de proximité qui a pour rôle de rechercher les sujets contacts, de les identifier et de faire le suivi. Les deux CEMEP travaillent en étroite collaboration. La suivante, s'il vous plaît. Les structures hospitalières. Au début de l'épidémie, on avait deux structures qui étaient dédiées à la surveillance des cas Covid. On avait une à la wilaya de Blida, qui était l'épicentre de l'épidémie, et aussi à Alger, on avait quelques cas, l'apparition de quelques cas au niveau de la capitale. Après l'évolution de cette épidémie et l'augmentation du nombre de cas, tous les hôpitaux étaient concernés pour la prise en charge du malade Covid et il y avait des services dédiés pour cette prise en charge. La suivante, s'il vous plaît. La DSP, c'est la direction de santé de la population. Au niveau de chaque wilaya, on a cette direction et le rôle c'est de recueillir toutes les informations concernant cette épidémie et d'alerter le ministère et d'envoyer ces informations au niveau du ministère de la Santé. Et au niveau de chaque DSP, on a une cellule de crise qui est coordonnée par un point focal. La suivante, s'il vous plaît. L'Institut national de santé publique a pour rôle d'analyser les données, collaborer avec la cellule des enquêtes pour sensibiliser et former le personnel de santé. Elle est aussi membre du comité scientifique et elle participe à l'élaboration des recommandations. Et aussi à l'élaboration, elle a élaboré un bulletin épidémiologique quotidien depuis le début de l'épidémie. La suivante, s'il vous plaît. L'Institut Pasteur d'Algérie, qui a un rôle essentiel, c'est le laboratoire de référence, c'est le diagnostic virologique. Au début de l'épidémie, c'était centralisé au niveau de l'EPA, mais avec l'évolution de cette pandémie, on a eu la décentralisation vers d'autres hôpitaux. La suivante, s'il vous plaît. Le ministère de la Santé qui a pour rôle de coordonner et de mettre à la disposition des praticiens les moyens nécessaires pour la prise en charge des malades. La suivante, s'il vous plaît. Voilà l'algorithme de la surveillance du cas suspect. On voit bien que le médecin, quand il reçoit le malade, il notifie le cas et alerte le CEMEP de l'hôpital qui, ce dernier, va déclarer ce cas au niveau de la DSP et essayer de faire de la recherche et identifier les sujets contacts. Il va envoyer cette liste de sujets contacts au niveau de la DSP et en même temps au niveau du CEMEP de proximité qui, ce dernier, va rechercher les sujets contacts, les identifier et les prendre en charge. Et la DSP va envoyer toutes ces informations au niveau du ministère de la Santé. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Maintenant, on va parler de la chronologie des différents événements. En haut, on a les mesures prises par le gouvernement. Au milieu, on a la situation épidémiologique en Algérie et dans le monde. Et en bas, c'est les instructions élaborées par le ministère de la Santé. Entre janvier et février, on avait un seul cas déclaré. Avec l'alerte déclarée par l'OMS, l'Algérie a répatrié les étudiants et là, on a fait aussi la suspension des vols vers la Chine. Et le ministère de la Santé a mis à la disposition des praticiens le dispositif de surveillance et à la recherche des sujets contacts. Et aussi, on a mis à disposition de la définition du cas. Pardon. En mars,
on a l'augmentation du nombre de cas à 700 cas. On a fait le confinement total de la wilaya de Blida, comme je viens de le dire, c'est l'épicentre de l'épidémie, et partiellement pour Alger et 9 autres wilayas. Et on a fait la décentralisation du diagnostic virologique vers d'autres annexes de l'EPA. Et on a mis en point la gestion des sujets du cas suspect et des sujets contacts. Et en avril, avec l'augmentation aussi des cas qui a presque 4000 cas, on a fait le confinement total de toutes les wilayas, décentralisation du diagnostic virologique vers les universités et les CHU et le PH, et on a aussi le diagnostic, on a fait le diagnostic par le scanner. Et en mois de mai, l'augmentation, toujours on voit l'augmentation du nombre cumulé de cas. On a le port obligatoire de masques et la prolongation du confinement. Et aussi, on a pris la prise en charge, la prise en charge, des populations spécifiques comme la femme enceinte, des personnes en psychiatrie et insuffisants rénaux. La suivante, s'il vous plaît. En juin, toujours les frontières qui restent fermées, on a mis en place une cellule chargée d'investigation et le suivi des enquêtes. Et en juillet, on a presque 20 000 cas d'interdiction de la circulation interwilaya et on a fait des modalités de suivi et de prise en charge pour les sujets contacts et l'hospitalisation à domicile des cas bénins. Au mois d'août et septembre, on a eu une stagnation des cas et une nette baisse des hospitalisations. Mais à partir du mois d'octobre, on a la réascension de déclaration. Donc, le dispositif on a fait le renforcer le dispositif de prévention, aussi de protection. Et on a l'adaptation des horaires de confinement qui étaient partiels. Et en fin novembre, on a actualisé les critères de levée de confinement et de prise de travail d'un cas d'un Covid-19. La suivante, s'il vous plaît. Sur ce graphe, on voit l'évolution de l'épidémie par les taux d'incidence et on voit les différentes décisions prises au fur et à mesure de cette évolution. Au mois de mars, on voit le premier confinement qui a été total de 10 jours. Au mois de mai, le port obligatoire de masques. Et au mois de juillet, on a l'hospitalisation qui se fait à domicile. Et après, on voit la stagnation, le nombre de cas et au mois de septembre, donc une baisse allègement de confinement. Mais à partir du mois d'octobre, on a l'augmentation, la réascension des cas, donc reconfinement. La suivante, s'il vous plaît. En conclusion, l'Algérie a mis en place un dispositif de surveillance et de lutte contre la pandémie Covid-19. Au fur et à mesure de l'évolution et de la pandémie, des ajustements étaient nécessaires. Ce système a permis de détecter les cas positifs et le suivi des sujets contacts, malgré les difficultés d'ordre pratique sur le terrain. Et l'évaluation de ce système se fera en fin d'épidémie. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Meziani. Avant de passer la parole au Dr Bikaba, je vais proposer, si vous avez, on peut prendre une ou deux questions, mais uniquement des questions de clarification immédiate sur la présentation, puisqu'on aura une discussion à l'issue de la générale, à l'issue de la présentation du Dr Bikaba. Allô? Allô? Oui. I'm Dr. Dia Jidjid from Palestine. Oui, donc docteur Dia de Palestine.
Yes, good morning, everybody. Really, the presentation in maybe in French, and we didn't understand. We asked about if there is any translate or comment about the presentation in English language to understand what mentioned in the presentation. Alors, I will answer to you that this webinar was planned to be in French. For the moment, there is no translation plan. But of course, if you can see from the slides, you can have question and I can translate it. No, because we didn't understand French really. So sorry for that. But if I didn't I can leave now because the language is different and we didn't understand what in the slides itself. Okay, thank you very much. And sorry for that, but the webinar is in French. Bon, juste pour, donc le docteur Dia, qui était de Palestine, n'avait pas compris que le webinar était uniquement en français. Et donc effectivement, il dit qu'il avait des difficultés à comprendre. Donc, voilà. Donc on va reprendre le fil des questions. Si vous avez une question, on va prendre une question pour pas retarder. S'il y a une question d'immédiate clarification, je vois qu'il y a des questions, mais que je propose de garder à la fin. Il y a des questions sur la courbe sur l'épidémie. Oui, je vous entends. Bonjour, je suis de la Palestine. Oui. Je comprends très bien. Je peux vous donner les informations nécessaires. Et je sais pas de où parle mon collègue palestinien, mais je peux traduire pour lui. D'accord. Bon, on verra ça après. Ce que je vous propose, c'est de éventuellement voir entre vous pour les questions que vous souhaitez poser après la présentation du docteur Bikaba. Hein? Pour l'instant, on ne prenait que les questions de clarification immédiate. Donc, pour ne pas retarder, je vais demander à tous de garder vos questions, de bien les noter pour les garder. Et on va tout de suite passer la parole au docteur Bikaba pour ne pas perdre de temps et garder du temps pour la discussion ensuite. Donc, docteur Bikaba, donc je rappelle que le docteur Brice Wilfried Bikaba est responsable du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires au ministère de la Santé du Burkina Faso. Et il va donc nous parler de la situation au Burkina Faso. Je vais demander donc à tous, hormis évidemment le docteur Bikaba, de fermer vos micros de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence et pas d'écho pendant la présentation du docteur Bikaba. Je vous passe la parole, docteur Bikaba. Merci pour la parole donnée et merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est un plaisir pour moi de faire cette présentation sur l'expérience du Burkina Faso dans la gestion de cette pandémie en suivant le plan de présentation suivant. Et comme on le sait, la pandémie de la COVID a frappé le monde et vraiment ça a ébranlé les différents systèmes de santé avec des répercussions socio-économiques qui sont graves. Et les systèmes de santé, on l'a vu partout ailleurs, ont été vraiment suffisamment ébranlés. Et chacun à son niveau a essayé de faire face avec les existants. Mais on a bien vu que bien souvent, les systèmes de santé ont été souvent dépassés. Et quand on regarde donc la morbidité, la mortalité, et quand on voit effectivement la charge de travail qui s'est faite donc, au niveau donc, des systèmes hospitaliers. Au niveau du Burkina, nous avons commencé notre... Et nous avons noté les premiers cas donc, le 9 mars 2020, et ce qui nous a permis de tester en fait notre dispositif de réponse. Et après quelques mois, nous avons dû donc, et après donc le pic que nous avons observé au cours du mois d'avril, donc de mars à avril, nous avons eu notre pic au cours du mois d'avril. Nous sommes passés maintenant à une dévolution de la prise en charge donc, de la COVID dans les systèmes de routine. Il s'agit donc de l'intégrer, la COVID, dans les systèmes de routine. Quelle a été donc l'organisation que nous avons mise en place? Nous avons 3 phases. La première phase qui a été marquée, donc, nous avons mis une coordination nationale avec, pendant cette première phase-là, une primauté donc, des aspects sanitaires donc, de la réponse. Nous avons activé le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires et au sein duquel nous avons mis en place 10 groupes thématiques prenant en compte la surveillance, le renforcement des capacités de laboratoire, l'analyse, la recherche, la prévention, le contrôle des infections. Donc, les 10 groupes thématiques
Et pendant cette phase-là, nous avons réquisitionné un hôpital de 500 lits pour prendre en charge les cas. Nous avons réquisitionné du personnel de santé. Donc, c'était une phase pendant laquelle on a vraiment mis l'accent sur les aspects sanitaires avec un hospitalocentrisme. Voilà. La deuxième phase, il y a eu une réforme de la coordination nationale, soit 2 mois après. On a la coordination nationale, il faut dire que c'est sous l'égide du Premier ministre au niveau du Burkina Faso. Et on a refondu, il y avait 19 ministres au sein de cette coordination. On a redimensionné en allant donc à 9 ministres, plus le Premier ministre, ça faisait donc 10 ministres, plus la création de 5 comités sectoriels. Donc pendant cette phase, l'approche multisectorielle a été mise en exergue, avec bien sûr le comité sectoriel santé, le comité sectoriel action humanitaire, communication, liberté publique et engagement communautaire, et économie et développement. Donc, on a mis également l'accent ici, pendant cette phase-là, sur l'opérationnalisation des centres, des comités régionaux et provinciaux au niveau. Et ensuite, à partir du mois de juillet, à la troisième phase, où lorsque la courbe s'est infléchie, nous avons dit qu'il faut aller à la dévolution de la gestion de la courbe dans les systèmes de routine, en l'intégrant donc dans les systèmes de soins. Et cela passait donc par le renforcement donc des capacités du système de santé à tous les niveaux, avec une décentralisation de la prise en charge. Donc, vous voyez ici sur cet organigramme le dispositif que nous avons mis en place ici, le Comité national de gestion de la crise, qui était sous le lead du Premier ministère, qui était assisté d'un organe, le secrétariat exécutif national, et à l'intérieur, nous avons les différents ministres, et vous voyez en orange, ce sont les comités sectoriels. Donc, les finances, l'action humanitaire, la santé, le MATTC et puis la communication. Donc, au niveau de la santé, vous voyez ici, il y avait un coordinateur qui est au sein donc, du CORUS, l'institution dont j'ai la charge. Et à l'intérieur, nous avions donc les groupes thématiques que j'ai cités, la surveillance, par exemple, ici. À l'intérieur de la surveillance, nous avions les équipes d'intervention rapide, les points d'entrée, le suivi des contacts, le centre d'appel avec un numéro vert, la gestion des données et le confinement. Au niveau du laboratoire, nous avions également cette organisation, la prévention et contrôle de l'infection, et la logistique, la prise en charge. Et là, nous avions effectivement la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, le transfert donc des patients et suivi à domicile. Et nous avions le planning, les risques et engagement communication, les risques et l'engagement communautaire, les finances, la sécurité, l'analyse et la recherche. Donc voilà un peu cette organisation opérationnelle que nous avions en place. Et voici les principales mesures de santé publique que nous avons eu à mettre en place depuis l'entrée. Et lorsque le 9 mars, nous avons eu donc, nos premiers cas, dès le 16 mars, nous avons fermé les écoles. Donc, les écoles ont été fermées. Le 21 mars, il y a eu la fermeture donc, des frontières et puis la mise en place donc, du couvre-feu. Voilà. Le couvre-feu avec, bien sûr, à partir d'une certaine heure, tout le monde devait rentrer et pour éviter donc les brassages la nuit. Le 24 mars, nous avons fermé les. Le 27, la quarantaine de villes ayant au moins un cas de Covid. Le 30, nous avons déclaré l'alerte sanitaire. Et le 10 avril, nous avons suspendu tous ces transports urbains et interurbains. Et le 27 mars, nous avons eu le port obligatoire du masque qui a été instauré. Et le 4 mai, nous formons la coordination, comme je l'ai dit, en prenant en compte l'aspect multisectoriel. Et juin, il y a eu la réouverture de quelques écoles. Les écoles qui étaient en classe d'examen ont été rouvertes, encadrées par des directives. Et comme la situation épidémiologique s'améliorait à partir du mois de juin, nous avons donc mis fin au couvre-feu. Et nous avons effectivement réouvert les frontières aériennes donc à partir du mois d'août. Et depuis le mois de juillet, nous avions également le début donc de la dévolution de la prise en charge dans la routine. Donc, au jour du 1er décembre, quelle est la situation? Nous avons un total donc de 2931 cas de Covid confirmés qui ont été enregistrés. Malheureusement, nous avons noté 68 décès, avec bien sûr 90% des cas guéris. L'ensemble des régions donc, ont été touchées, avec 12 régions qui sont actives actuellement et 41 districts qui sont actifs, 70 districts. Donc, en rouge, vous voyez bien sûr les districts qui sont vraiment les plus touchés. Et nous avons ici sur cette figure, ce que vous voyez ici en chocolat ou en rouge, c'est la courbe de l'incidence cumulée. Voilà. Nous avons noté donc que pendant une bonne période de juin jusqu'à juillet, on était pratiquement en plateau et puis après, ça a recommencé
Docteur Bikaba. On n'a pas vu votre voix. Docteur Bikaba, on ne vous entend plus. Allô, docteur Bikaba? Est-ce que vous nous entendez? Je lui ai envoyé un message, Delphine. D'accord. Bon, on voit cette, on a vu sur le R, mais effectivement, là, je pense que s'il peut pas commenter, c'est un peu compliqué. Oui. On peut juste voir quand même les diaporamas où là, on est sur l'évolution des cas testés, proportion des cas confirmés. Peut-être lui dire à ce moment-là qu'il passe les diapos pour qu'on puisse les voir. Je ne sais pas combien il en reste, mais effectivement, on ne l'entend pas du tout. Est-ce que tu as la présentation, Concha? Non, pas du tout. Parce qu'une des solutions est qu'il arrête sa caméra pour qu'il y ait plus de bande passante. Oui, je vais essayer de pour lui dire que nous n'entendons plus rien. Donc là, vous voyez la présentation, du coup, là, sur les éléments sur la situation épidémiologique. Nous vous entendons, docteur Bikaba? Allô, docteur Bikaba? Oui, allô? Le son en 4 minutes, pourriez-vous aller en arrière et prendre dans la... Je pense que c'était dans la courbe économique, non, Delphine? C'était sur la courbe sur les R, l'évolution du R. Oui, Voilà. l'évolution De reproduction, voilà. C'est là Voilà, qu'il le faut taux de- reprendre, effectivement, parce qu'on Donc, n'a pas entendu ce que vous aviez dit. Je vous donc, repasse la parole, docteur Bikaba. Merci bien. Le taux de reproduction de base au début, un taux de reproduction léger au-dessus de 2, au-dessus de 2, comme vous le voyez ici. Et puis, en avril, après le pic qui a été observé, nous sommes passés donc à 1. Et vers la fin du mois d'avril, nous avons commencé à ouvrir les frontières pour permettre aux Burkinabés qui étaient à l'extérieur de rentrer. Donc, nous avons commencé à avoir des cas importés, ce qui fait que le taux de reproduction est légèrement passé au-dessus de 1, les cas importés. Et ensuite, ça s'est stabilisé. Et nous avons, au début, donc, lorsque nous avons réouvert donc, les frontières aériennes en août, on note ici également un léger frémissement, mais qui se stabilise rapidement autour de 1. Voilà. Et ces derniers jours, nous observons un léger frémissement parce que nous avons eu des élections présidentielles au Burkina, il y a eu de grands rassemblements. On voit que le taux de reproduction est en train de passer légèrement au-dessus de 1. Nous avons noté également ces derniers jours une augmentation quand même des cas incidents, ce qui montre qu'il y a matière donc à travailler pour juguler cela. Et ici, l'évolution des cas testés, ici nous avons au total analysé 74 000 échantillons, dont 3,9% se sont révélés positifs. Et quand vous regardez l'évolution donc de la proportion donc, des cas qui étaient positifs, on est parti au départ donc de 20 à 30, 40% des cas positifs à 3,9%. Et ces derniers temps, on a une légère augmentation à 4% des cas positifs, ce qui est en corrélation également avec la tendance que nous avons notée avec le taux de reproduction qui est légèrement au-dessus de 1 également ces derniers temps. L'analyse des décès montre que sur les 68 décès, la majorité vraiment c'est les personnes âgées et de plus de 60 ans, puisque nous avions 67% qui avaient plus de 60 ans. Très peu de cas vraiment de 15 à 29 ans et que nous avons noté.
Pour ce qui concerne donc, les facteurs de risque chez les personnes donc, qui sont décédées, la SU 2,3%, on peut voir donc au-delà donc, de l'âge que vous voyez sur ce premier tableau, il y a donc d'autres maladies telles que, bien sûr, les cardiopathies en première position, et puis le diabète qui vient ensuite, et l'insuffisance rénale, le cancer et autres pathologies. Quelles ont été donc nos stratégies que nous avons mises en place? Il s'agissait essentiellement d'isoler, dépister les cas, d'isoler les cas et de les traiter. Et bien sûr, à travers donc une coordination multisectorielle pour prendre en charge donc l'ensemble donc des domaines de la pathologie. Et nous avons, comme je l'ai dit, nous avons eu 74 200 personnes qui ont été testées. Nous avons suivi 10 958 personnes, les cas contacts, 10 958 qui ont été suivis pratiquement pendant les 14 jours. Et sur notre numéro vers le 3535, nous avons reçu 1 800 000 appels environ, dont 80% ont été répondus. Et pour ce qui concerne les contacts, les 10 000 contacts que nous avons suivis, il y a 6% qui n'ont pu être suivis parce qu'ils ont été perdus de vue à un moment où ils se sont déplacés. Et les cas sévères, autour de 795. Pour ce qui concerne les centres Covid, nous avons dit, nous battons donc d'un minimum de 13 à 88 selon le plateau technique donc, nous avons. 13, c'est vraiment les plateaux techniques à un certain niveau, qui ont un certain nombre d'équipements, et 88, c'est là où on prend en charge, donc, où on peut prendre en charge, mais jusqu'à un certain pas les cas graves. Et les nombres de lits également varient donc de 160 à 357. Sur les respirateurs, les lits d'assistance respiratoire, 25, mais ça s'est augmenté parce que nous avions commandé plus de 100 lits de réanimation qui sont en train d'être installés. Et nous avons eu 136 agents de santé qui ont été donc contaminés au cours donc, de la période. Au Burkina, nous avons autour de 25 000 à 30 000 agents de santé. Donc, nous avons autour de 136 agents de santé qui ont été donc contaminés. Et ce qui nous amène donc à dire que nous sommes en train de mettre en place donc, une étude donc, sur les facteurs de risque de COVID sur le personnel de santé, sur les professionnels de santé, avec l'appui bien sûr du réseau MED-La Sécu, qui a donc lancé cette étude dans 5 pays africains, que vous voyez donc sur cette diapo. Et à notre stade, nous sommes en train donc de recruter les patients. On devrait commencer le recrutement des patients donc, au cours donc, de la semaine prochaine pour donc, un suivi pendant 3 mois. Nous suivons un certain nombre d'indicateurs dans notre plan sectoriel. C'est le taux d'incidence, comment évolue le taux d'incidence, et nous sommes à 13,6 cas pour 100 000 habitants actuellement, avec bien sûr à droite, comme c'est un tableau qui permet de suivre, c'est il y a 2 mois de cela, à quel niveau nous étions. Donc, ça permet de voir l'évolution. La létalité, nous sommes à 2,3%, la létalité a tendance à diminuer, parce qu'on était à 2,7% il y a 2 mois. Et les réunions, nous sommes à 100% de tenue des réunions. Le suivi des contacts, ça c'est stable à 95%. Et les cas communautaires, il y a beaucoup plus de cas communautaires actuellement. Et quand on regarde effectivement, 459 sur 463 pendant la période, les 2 mois que nous avons notés. Voilà. Et les pertes de vue, 2%. Et le nombre d'échantillons prélevés, comme on l'a dit, 114 000 échantillons. Nous avons 17 laboratoires qui ont la capacité donc, de faire donc, le site. Et ces 17 laboratoires sont répartis sur l'ensemble du pays. Nous avons 6 laboratoires dans la capitale, 4 laboratoires donc, dans la seconde ville, Bobo-Dioulasso, 4 c'est Ouagadougou. Donc 6 à Ouagadougou et 4 à Bobo-Dioulasso. Et les autres dans les autres régions, à 7 dans les autres régions. Nous avons 13 régions au total. Ce qui fait que nous sommes en train de travailler pour la décentralisation du diagnostic donc, dans l'ensemble des régions. Et pour ce qui concerne, nous avons pu remettre les résultats donc, à 40% environ donc, des personnes. Parce que, compte tenu du fait que les personnes doivent voyager aussi, à un certain nombre les voyageurs, c'est exigé pratiquement. Bon, nous avons mis en place un système pour la remise et 40% donc, de tous ceux qui ont été testés ont pu recevoir leurs résultats. Donc, j'ai dit depuis le mois de juillet, nous sommes dans la dévolution de la prise en charge de la COVID dans le système de routine. Pourquoi? Parce que nous avons observé que la courbe épidémiologique donc, était en train de diminuer, les cas incidents étaient en train de diminuer, et qu'il fallait s'habituer donc à vivre avec la COVID. Et pour cela, pour aller donc à cette dévolution, on est vraiment allé dans la concertation. On a réfléchi, il y a eu donc un certain nombre de réunions qui ont été faites
Et il y a eu également un nouveau plan d'action d'incident qui a été mis en place pour, en prenant en compte donc, les principes de gestion des crises. D'abord, une coordination mise en place avec un seul commandement, les mêmes objectifs partagés, plusieurs agences de mise en œuvre, avec une organisation flexible, adaptable et évolutive, et bien sûr certains principes donc, de gestion. Et il y a eu un document de directive qui a été donc élaboré à l'attention de toutes les parties prenantes, et nous avons mis en place donc 3 réunions hebdomadaires en présentiel et à distance. Les régions également doivent suivre ces régions pour pouvoir avoir le même niveau d'information, et cela se faisait sous le leadership donc, du ministre de la Santé. Quelles ont été les actions clés que nous avons mises en place? C'est que nous sommes allés, donc, on a essayé d'abandonner l'approche centrée sur l'hôpital de référence. Au départ, on avait un hôpital de référence qu'on avait réquisitionné et où on envoyait donc les cas, tout dans la capitale, où il y avait la majeure partie des cas. Nous avons levé la réquisition de cet hôpital-là, nous avons levé la réquisition donc, des agents de santé. On a responsabilisé également chaque direction au niveau de la santé, du ministère de la Santé, au regard de ses attributions dans la riposte pour donc apporter quelque chose. Il y a eu la décentralisation de la prise en charge. Donc, d'un hôpital au niveau de la capitale, les 3 autres hôpitaux, donc 4 hôpitaux au niveau de la capitale sont en mesure de prendre en charge donc, les cas. Voilà. Au niveau de la seconde ville, c'est la même chose. Et dans les hôpitaux régionaux également, c'est la même chose. Mais pour ça, pour décentraliser, il faut renforcer les capacités du personnel de la santé. Faire de telle sorte que le personnel soit formé, qu'ils sachent ce qu'il faut faire, qu'ils aient les informations et qu'ils aient les équipements nécessaires pour se protéger et ne pas se contaminer. Donc, nous devons travailler à renforcer les capacités également des régions donc, en matériel de protection, les masques FFP2, N95, le matériel de réanimation. J'ai dit que nous avons acquis 100 lits de réanimation qui sont installés ou en train d'être installés. Nous avons renforcé donc, les capacités de diagnostic des laboratoires. Nous sommes passés donc de 1 laboratoire en mesure de faire le diagnostic au début de l'épidémie à 17 laboratoires au jour d'aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons travaillé à augmenter les ressources donc, du budget de l'État pour qu'au niveau des comités régionaux, ils soient relativement autonomes. Quelles ont été les bonnes pratiques que nous avons partagées? C'est que la gouvernance participative qui a permis donc de contextualiser les mesures de lutte et avoir donc une réactivité appréciée dans la mise en œuvre des mesures de santé publique. Comme vous l'avez vu, bien sûr, il fallait apprendre en faisant et surtout adapter au contexte donc, du pays. Donc, on s'est toujours inspiré de ce qui a été fait ailleurs, en Chine, en France, dans les pays européens, mais en l'adaptant donc à notre contexte pour que ça soit donc accepté. Il y a eu l'approche multisectorielle dans la coordination. Nous avons dit que depuis le mois de mai, nous sommes allés à une approche multisectorielle pour prendre en compte tous les pans donc, de la riposte à cela, et cela a été donc salvateur pour nous. Et la mise en place également de stratégies pour l'accès aux zones difficiles du fait de l'insécurité. Chez nous, la zone nord, il y a des zones à accès difficile du fait donc, de menaces terroristes. Et donc, nous avons mis en place des stratégies pour donc, avoir accès à cela. Il y a le dépistage systématique des personnes contacts à J0, à J8 et à J14. Donc, les personnes contacts chez nous, à un certain moment, lorsqu'ils faisaient contact, on faisait le dépistage, on faisait un test à J0, à J8 et à J14. Et cela a permis donc de détecter précocement un certain nombre de cas. Et enfin, la dévolution de la prise en charge de la COVID dans le système de routine. Donc, voilà un peu. Donc, la leçon apprise, c'est l'approche multisectorielle vraiment qui est importante. Et chacun doit jouer sa partition. La recherche, l'apport de la recherche, comme je l'ai dit, par exemple, l'étude des facteurs de risque que nous faisons avec, bien sûr, l'apport de l'Institut Pasteur dans le réseau de la Sécu et l'OMS. Et la communication et l'engagement des différentes parties prenantes, il faut une communication interne entre le niveau central et le niveau déconcentré pour qu'il n'y ait pas donc des gaps et pour qu'il n'y ait pas effectivement des dissociés. Et puis, bien sûr, il faut renforcer l'engagement communautaire en impliquant les communautés à travers, bien sûr, ça peut être les associations, ça peut être des volontaires dans la communauté. Chez nous, nous avons ce qu'on appelle les agents de santé à base communautaire et les leaders donc, communautaires. Les perspectives, c'est que nous poursuivons le renforcement donc, des capacités de traitement sanitaire. Nous voulons construire des centres d'isolement pour la prise en charge des maladies hautement contagieuses. Renforcement donc, des capacités des agents de santé dans la mise en œuvre d'un fichier de suivi de formation administrée pour qu'on ait une base de données de tous les agents de santé. Et au début de l'épidémie, on avait mis en place des rétributions pour donc, les agents de santé. Comme nous sommes en train de partir dans la routine, et nous sommes en train de réfléchir pour lever ces rétributions. On sait que ça va être difficile parce que si on veut arrêter brusquement, ça va être difficile. Donc, il y a un mécanisme que nous sommes en train de proposer pour pouvoir
pouvoir arrêter cela. Et nous avons la poursuite du renforcement des capacités des principaux points d'entrée terrestres. Les aéroports donc sont ouverts, mais nous sommes en train de nous préparer pour l'ouverture des frontières terrestres. Et cela passe donc par le renforcement des capacités, la mise en place des caméras thermiques, la mise en place des dispositifs de suivi de contact, la mise en place d'équipes à ce niveau. Nous sommes sur ce processus. En termes d'attente par rapport bien sûr à ce réseau, c'est bien sûr l'appui dans la mise en œuvre de la surveillance des événements inhabituels dans la communauté et pour le suivi des contacts. Bien sûr, qu'on puisse poursuivre donc le partage des bonnes pratiques et puis, bien sûr, l'appui dans le domaine donc, de la recherche. Donc, en conclusion, je peux dire que la gestion de la pandémie, il y a eu des hauts, des bas, des succès, des défis perdus. Il faut maintenir cette dynamique et pour cela, il faut veiller aux aspects suivants. Une gestion efficace des principaux points d'entrée, notamment terrestres, le maintien de la prévention et la prise en charge, le renforcement de la communication et de l'engagement communautaire pour l'application des mesures barrières, l'amélioration de la coordination multisectorielle, la continuité des soins et services dans la structure de santé et l'allocation suffisante des ressources financières, la promotion de la recherche et de la médecine traditionnelle sur la côte. Donc voilà essentiellement ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Dikaba. Merci beaucoup à vous et au Dr Meziani. Il y a un très fort écho. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, moi je vous entends. Alors, merci beaucoup à vous deux. Vraiment, c'était très, très intéressant de voir un petit peu comment, enfin, toute l'explication sur l'organisation, les enjeux, aussi les difficultés. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions pour ne pas retarder. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, j'ai vu dans le chat, je vais vous proposer, il y a deux manières de poser les questions. Soit vous levez la main et pour cela, vous devez avoir en bas de votre écran 3 petits points. Vous allez sur ces 3 petits points et vous verrez Raised Hands. Et donc, vous levez la main. Soit vous le faites directement sur le chat. Sur le chat, il y a eu déjà des questions. Il y avait des questions pour le docteur Meziani. Je vais commencer par celle-là. La première question était sur le fait que, apparemment, d'après la courbe que vous avez montrée sur les cas, vous n'avez pas eu de première vague, comme on a pu voir en Europe. Ça, c'est une première question. Et toujours pour vous, c'est une question aussi d'Adela Paez. Donc, c'était, elle demandait si c'était possible de décrire un petit peu le profil épidémiologique des cas que vous avez eu donc en Algérie et si vous aviez observé des différences en fonction de l'âge au cours des mois, s'il y a eu un changement un petit peu dans la distribution des cas par âge et au cours des différents mois. Voilà, je vais vous laisser répondre, Dr Meziani, et puis on verra les autres questions par la suite. Docteur Meziani? Oui. Voilà. Vous avez entendu les questions que j'ai relayées? Oui. Juste la première, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter pour la première question? Alors, la première question était quelqu'un qui posait la question sur le fait que, d'après votre courbe des cas, il ne semble pas que vous ayez eu une première vague, comme on a pu voir en Europe. Voilà. Oui, et les parce qu'il y a eu un confinement. Pardon? Voilà, pour la première vague, c'est vrai, on n'a pas eu de première vague chez nous. Enfin, pardon. Pour la première vague, il y a eu, au départ, il y a eu des confinements avant au début de l'épidémie. Le premier foyer qui a été apparu à Blida, l'île de Blida. Après, on a eu la propagation de cette maladie à travers d'autres wilayas. Et là, on a eu de l'augmentation des cas, mais juste au moment, à ce moment-là, il y a eu un confinement qui était à temps et aussi d'autres dispositifs, la limitation de circulation entre wilayas qui a été justement mise sur place et ça permet d'abaisser, enfin diminuer le nombre de cas.
La deuxième question était sur le profil épidémiologique des cas et en particulier la distribution par âge, pour voir si vous aviez eu un changement au cours du temps dans cette distribution par âge. Non, justement, il n'y a pas eu de changement. C'est toujours les personnes âgées qui étaient plus touchées par rapport aux personnes plus jeunes. Et justement, ça a augmenté cette épidémie, enfin, cette incidence qui a augmenté au fur et à mesure avec l'augmentation de l'âge. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il y a une question aussi d'Adela, qui est en fait avec les mesures qui ont été prises dans vos deux pays, d'ailleurs, que ce soit au Burkina Faso ou en Algérie. Alors, c'est peut-être tôt pour l'instant, mais est-ce que vous avez observé moins de cas de grippe? Mais c'est peut-être un peu tôt pour avoir une réponse là-dessus. Oui. Mais je vous laisse répondre, docteur Méziani, et puis docteur Bikaba ensuite. Oui. Voilà, c'est vrai qu'on a, pour la grippe saisonnière, il y a une nette baisse et cela, ça se voyait par rapport à l'année passée. Et ça, c'est en rapport avec la distanciation, avec le port de masque qui a permis de limiter la propagation de la grippe saisonnière. Docteur Bikaba? Merci. Merci. Il faut dire qu'au niveau du Burkina également, nous avons noté une légère diminution du nombre de cas, mais on peut conclure pour le moment parce que, étant donné qu'il y avait également un problème de continuité de soins pendant un certain temps, on avait concentré nos efforts donc, sur Covid. Il se pourrait qu'on ait les autres domaines, les autres maladies surveillantes aient été un peu négligées, si je veux dire. Donc, je pense qu'il faut attendre encore un peu, pendant quelques mois encore, pour, en tout cas, apporter des conclusions. Sinon, du point de vue des faits, on observe donc qu'il y a moins de cas. Merci beaucoup. Finalement, votre commentaire sur les patients qui étaient atteints d'autres pathologies que le Covid m'amène à une question. C'est qu'on a observé, en particulier en Europe, qu'il y avait eu une baisse de recours aux soins des patients avec d'autres pathologies du Covid, et du coup qui a amené certaines campagnes pour essayer de faire en sorte et de réorganiser les choses, en particulier pour la deuxième vague. Est-ce que vous avez noté chez vous ce même chose que vous avez évoqué, Dr Bikaba, et comment est-ce que vous avez essayé d'y faire face par rapport à cette baisse de recours aux soins des autres pathologies, en particulier de pathologies chroniques? Oui, merci. Il faut dire que nous avons les résultats d'une étude que nous avons réalisée il n'y a pas très longtemps. Nous avons noté une diminution du recours aux soins pour ce qui concerne les soins promotionnels, la consultation prénatale chez les femmes enceintes. La vaccination également pour ce qui concerne donc le pentavalent, notamment le tétracoque 3, diphtérie, tétanos, coqueluche. Il y a eu une baisse. Et donc, on observe en tout cas une baisse de certains indicateurs. C'est la raison pour laquelle, depuis le mois de juillet, nous sommes en train de travailler pour permettre aux autres programmes de répartir en intégrant bien sûr la COVID donc, dans les systèmes de routine. Et c'est cela qui va nous permettre aussi aux autres programmes de pouvoir travailler parce qu'avant, il y avait une concentration de tous les efforts sur donc, la COVID, ce qui fait que les autres aspects pouvaient en partir. Donc, les maladies chroniques, notamment quand on prend les maladies chroniques, l'approvisionnement en antituberculeux, là, ça va souffrir parce que, compte tenu même du contexte mondial, là, les pays qui sont producteurs donc, en produisent moins parce que du fait du confinement, etc. Et bien sûr, des difficultés d'approvisionnement de nos pays. De manière globale, en tout cas, il y aura une répercussion sur donc l'utilisation des services et certains soins. Merci beaucoup, Dr Bikaba. Dr Méziani, je vous pose la question et ensuite je passerai la parole à Isabelle Noguer qui a des questions à vous poser. Donc, Dr Méziani, sur la question des pathologies autres que le Covid et éventuellement une baisse de recours aux soins. C'est tout à fait normal avec l'épidémie de Covid. Les gens ne se déplacent pas.
comme d'habitude à l'hôpital pour consultation, là pour revoir son médecin pour renouveler l'ordonnance. Bon, c'est normal par crainte d'attraper la maladie et automatiquement il y a une baisse de consultation pour les tares hors que la Covid. Merci beaucoup. Je passe la parole à Isabelle qui a des questions et je crois qu'après, si j'ai bien compris, il y a une question de Fatima et Ahmed, si j'ai bien compris, le chat. Voilà. Isabelle, je te passe la parole. Oui, merci Delphine. J'ai deux questions pour le docteur Méziani et Bikaba. Et c'est sur la valoration, ces valorations sur la collaboration de ces structures internationales, la plupart ONG, avec le gouvernement et les structures de santé publique. Et aussi votre valoration sur le partenariat entre la décision politique et leurs recommandations en santé publique. On peut y aller. Docteur Bibaka, je vous écoute et puis docteur Méziani répondra ensuite. Oui. OK. Il faut dire que au sein de la coordination qui a été mise en place au niveau donc, de notre institution, le Chorus, et les groupes thématiques, les ONG participent donc à l'animation des groupes thématiques. Donc, ils y participent. Quand vous prenez la surveillance, vous allez voir qu'il y a certaines ONG comme Alima, au niveau de la prise en charge, il y a Alima, etc., etc. Ils participent à l'OMS également est là. Toutes ces institutions participent. Donc, il y a une bonne coordination. Également au niveau donc, de la coordination nationale avec le Premier ministre, qui est l'idée par le Premier ministre, il y a l'OMS qui y participe également à l'intérieur. Et il y a la représentante, donc la coordinatrice du système des Nations Unies également, qui y fait partie. Donc, il y a des liens quand même entre ces ONG-là et puis bien sûr les structures de coordination que nous avons mises en place. Au niveau donc de la prise en charge, au niveau même des structures de prise en charge, les ONG travaillent dans certaines localités, les ONG travaillent directement avec donc les formations sanitaires, avec le niveau déconcentré pour donc assurer une prise en charge donc optimale. Et pour ce qui concerne la deuxième préoccupation, de manière globale, je ne sais pas si vous m'entendez, hein, pour ce qui concerne la deuxième préoccupation. On vous entend très bien. Voilà, comment se faisait le processus de prise de décision? Lorsqu'il y a effectivement une décision à prendre au niveau de la coordination, il y a donc cette réflexion qui est faite et lorsque c'était nécessaire, bien sûr, des avis éclairés, nous faisions appel donc au groupe thématique analyse, réflexion et recherche. C'est un groupe composé de chercheurs qui donc se saisissaient donc de cette requête et qui travaillaient et nous fournissaient un rapport pour prise de décision. Et à partir de là, le comité donc réfléchissait et faisait une proposition au président du comité national de gestion, qui est le Premier ministre, et ensuite la décision était prise en Conseil des ministres. Donc voilà un peu comment se faisait ce processus de prise de décision au niveau de notre équipe. Merci beaucoup, Dr Bikaba. Dr Méziani, je vais demander aux autres de fermer vos micros. Je sais qu'il y a des personnes qui ont posé des questions. On va attendre la réponse du Dr Méziani. Et les autres, fermez vos micros et je vous passerai la parole. Hein, ensuite. D'accord. Merci. Merci. Par rapport à l'ONG, bon, l'Algérie ne travaille pas avec les organismes hors gouvernementaux. Et pour le système, pardon. Oui, allez-y, Karine. Allez-y. Allez-y, il y a encore Docteur Soma Veamba, si vous pouvez fermer votre micro. Voilà, parce qu'il y a des échos. Allez-y, Docteur Méziani. D'accord.
Pour le système de santé, bon, on travaille en collaboration aussi. On a fait participer le privé pour cette épidémie et en même temps, les décisions, c'est le conseil scientifique qui donne des recommandations et c'est le ministère de la Santé qui prend des décisions. Merci beaucoup. Avec, bien sûr, avec le gouvernement. Merci beaucoup. Je crois, si j'ai bien compris, d'après ce que me disait Angéliki, qu'il y a une question de Fatima. C'est cela. Fatima, je te laisse la parole, je te laisse te présenter, je te laisse Oui. poser ta question. Oui, bonjour. Oui, c'est Fatima Belghiti. Je suis une ancienne coordinatrice du projet EpiSouth, EpiSud. Pour ceux qui ont participé, je reconnais pas mal de noms, dont Dr Meziani, Amel Bokouf-Alassi, elle est là, Koncha Ahmed et quelques Palestiniens. Donc, je suis très contente d'être là. Merci à Delphine d'avoir proposé que j'assiste à ça. Moi, si j'étais intéressée, c'est parce que, bon, pour la Santé publique France, je travaille dans l'équipe internationale. Donc, c'est un tout petit pôle qui a été réouvert pour le suivi des dynamiques Covid dans le monde. Et je suis très intéressée par ce qui se passe en Afrique du Nord. Et merci beaucoup, docteur Meziani, parce que dans votre courbe, je me rends compte que l'évolution du taux d'incidence est complètement différente de celle qu'on peut retrouver sur le site de l'European CDC, qui montre une toute petite vague, une première écoulée et une deuxième qui redémarre. Et j'ai l'impression que il n'y a pas du tout de deuxième vague qui démarre et qu'il n'y en a qu'une seule. De la même manière pour le Maroc, la Tunisie et la Libye, j'ai l'impression qu'il y a les mêmes tendances. Et ma question, c'est de savoir si vous pensez qu'il y a un effet régional sur l'Afrique du Nord, parce que ces 4 pays-là, vous avez vraisemblablement les mêmes dynamiques, sachant que les systèmes de santé, les mesures de prise en charge et les stratégies nationales, normalement, elles sont un petit peu différentes. Donc, voilà ma question et merci pour vos réponses. Merci beaucoup, Fatima. Avant de passer la parole au docteur Meziani pour la réponse, il est midi 10. Je vous propose, si vous êtes d'accord, comme il y a eu des petits décalages dus à des problèmes techniques, on peut prolonger un petit peu pour ceux qui peuvent prolonger. On peut prolonger 10 minutes si ça vous convient pour les dernières questions. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Delphine. Je vous passe la parole, docteur Meziani, pour répondre à la question de Fatima. Merci Fatima. Eh bien oui, probablement on a un effet régional sur l'évolution de l'épidémie en Algérie. Bon, c'est normal avec comment dirais-je, avec l'évolution de cette épidémie et les mesures prises sur le confinement et sur les distanciations et le port de masque, ça a apporté. Voilà, et en même temps, cette évolution, elle est identique pratiquement dans toutes les régions de l'Algérie. Merci beaucoup, docteur Meziani. Docteur Ahmed. Docteur Ahmed avait une question, je crois. Il y a docteur Ahmed et il y a ensuite Angéliki qui aura une question. Docteur Ahmed, je vous passe la parole. Merci Dolphine et merci pour tous les participants. Et bien, merci de partager cette expérience et merci à Fatima de leur avoir aussi parmi nous. Moi, j'ai 2 commentaires à parler. Je commence par la dernière, lorsqu'on a parlé pour les 2 vagues. Je pense que le scénario est différent. Les pays européens qui étaient un peu touchés précipitamment par la pandémie et qu'ils ont un peu décalé le confinement, effectivement, on trouve ce scénario de 2 vagues. Par contre, les pays qui ont anticipé le confinement, on a cette continuité parce que lorsqu'ils ont déconfiné, on a toujours cette continuité d'augmentation des cas. Et ça, c'est, je pense, les 2 scénarios qui sont différents seulement pour différencier les 2 situations. Mon petit commentaire, c'est que la comparaison, parce que comme vous le savez, le Covid, lorsqu'il a touché le monde, il y a différentes situations, il y a des disparités, il y a des pays touchés plus que les autres. Mais il y a des spécificités en Afrique, c'est que
On a des pays avec des densités de population qui sont minimes par rapport aux pays développés. On a des espérances de vie et des populations jeunes. En matière d'impact de la pandémie, il est moindre. Et ça, c'est quelque chose qui est logique. Par contre, et même au sein d'Afrique, par exemple le Maroc, certains pays du nord d'Afrique, on voit que l'impact de la pandémie, il est en place. Et c'est pour cela que je pose une question à nos collègues en matière de leur expérience. Et ça pose un grand défi lorsqu'on a parfois, on arrive à 1000, à 2000, à 1500 nouveaux cas par jour. Et en moyenne, on a entre 5 à 6 à 10 contacts par personne. Donc, on est obligé de suivre 7000 à parfois 7000 à 10 000 personnes par jour. Et avec, comment dire, le personnel qui est au bout de souffle, est-ce que ce défi, on arrive de le gérer? Parce que ça, c'est parmi nos défis qui est quotidien. Et ça, c'est une expérience, malgré qu'on a choisi des outils informatiques qui n'ont pas réussi à travers même dans le pays développé. Et ça, c'est le mot-clé en matière de suivi qu'il faut gérer. Et j'aimerais bien que nos collègues partagent le vécu quotidien au-delà de leur présentation. Et merci. Merci beaucoup pour cette question. Donc, cette question sur, en particulier, les challenges sur le suivi des contacts en fonction du nombre de cas. Donc, je vous passe la parole, Dr Méziani et Dr Bikabar ensuite. Je peux répondre, Kantia? Oui, oui, tout à fait, vous pouvez répondre. Très bien. Voilà, alors nous, pour le suivi des contacts, c'est vrai que c'est un véritable challenge, surtout quand on a une réaugmentation ou une augmentation du nombre des déclarations et des cas qui sont confirmés et même probables. Donc, on enclenche le système de recherche des contacts. Alors, nous, on s'appuie sur une structure que Dr Méziani vous a expliqué, c'est le CEMEP. Alors, qu'est-ce que c'est que le CEMEP? C'est le service d'épidémiologie de médecine préventive. On a une répartition qui couvre tout le territoire national. Alors, ce CEMEP peut se retrouver au niveau des structures de proximité, c'est-à-dire le plus proche de la population au niveau des polycliniques, ou alors au niveau de l'hôpital. Au niveau de l'hôpital, comme a expliqué ma collègue, le rôle est de suivre les cas diagnostiqués au sein de l'hôpital et de commencer la liste des contacts à ce niveau-là. Ensuite, il y a un travail de coordination entre les deux CEMEP, hôpital, structure de proximité. À ce niveau-là, au niveau des structures de proximité, quand ils reçoivent ces listes, ils recherchent tous les contacts. La première visite est faite à domicile. Donc, on a des équipes qui ont été renforcées. Et donc, si je vous prends par exemple la wilaya d'Alger, qui est la capitale du pays, nous avons 10 CEMEP au niveau des structures de proximité. Mais ces 10 CEMEP, il y a toute une équipe qui travaille en collaboration avec tous les médecins de proximité et on a des équipes qui ont été renforcées. C'est vrai que c'est un véritable challenge, c'est très difficile de surveiller tous les contacts, mais on y arrive. On a mis en place aussi secondairement une application tracking. Alors, les équipes ont à leur disposition un téléphone, application qu'ils utilisent pour essayer de faire le suivi des contacts. Donc, on couvre tout le pays. Bien sûr que parfois, c'est très difficile d'avoir les contacts. Quand c'est des personnes surtout qui ont des déplacements multiples et donc il y a un nombre assez important, on arrive à avoir entre nos collègues sur le terrain nous rapportent parfois des difficultés, bien sûr, mais le plus souvent, ils arrivent à avoir le maximum, disons, le maximum de contacts autour d'un cas. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question. Est-ce que c'est clair ou il faut encore d'autres explications? Voilà, merci.
Merci beaucoup pour cette question qui clarifie les choses un petit peu pour l'Algérie. Je vais passer la parole au docteur Bikaba pour la situation au Burkina Faso. Je vous avais évoqué d'ailleurs, le docteur Bikaba, un petit peu les stratégies pour atteindre les zones difficiles compte tenu des problèmes d'insécurité qui probablement rentrent en ligne de compte dans la stratégie générale par rapport au dépistage et à la gestion des contacts. Je vous passe la parole, docteur Bikaba. Ok, merci pour la question. Pour ce qui concerne donc la recherche des contacts, il faut dire qu'à notre niveau, comme vous voyez l'organisation au niveau du groupe thématique surveillance, nous avons des équipes d'intervention rapide qui, lorsque l'alerte est donnée, soit à travers, bien sûr, le numéro vert ou à travers, bien sûr, nos équipes, les équipes d'intervention rapide donc, se déploient sur le terrain, font les prélèvements. Et en même temps, il y a une équipe de la recherche de contacts, une cellule chargée de la recherche de contacts qui se déploie également. Qui se déploie et qui va faire donc la recherche de contacts. Et par expérience, nous avons pour un cas positif, nous avons environ 5 à 6 personnes contacts. Et cela se fait, que les contacts donc sont, la liste des contacts est énumérée, leurs contacts également. Cette cellule de recherche de contacts donc se déploie dans les familles pour aller donc échanger avec les cas contacts. D'abord, dans un premier temps, notre stratégie, il s'agissait donc de les confiner à domicile pendant 14 jours. Puis, dans un second temps, on faisait donc des tests le premier jour, le 8e jour, le 14e jour. Maintenant, dans la stratégie également, on utilisait des communautaires sur le terrain, des volontaires sur le terrain, pour aller faire le suivi des contacts à domicile. Et ça, dans chaque ville, il y a des districts, les districts sanitaires qui sont là, au sein desquels nous avons des communautaires donc, sur le terrain qui vont aller au niveau de chaque domicile pour faire donc, le suivi quotidien de la température et éventuellement relever s'il y a des problèmes. Pour ce qui concerne les zones à sécurité précaire, et surtout au niveau du nord, nous avons dû travailler avec, bien sûr, les agents de santé à base communautaire. Il y a eu la délégation de certains nombres de tâches, mais également lorsqu'il le fallait, pour aller investiguer dans les zones, on était obligé de travailler, bien sûr, avec l'armée pour donc envoyer les équipes d'investigation et bien sûr, ça devenait un peu plus lourd avec un peu plus de ressources. Mais c'est surtout l'approche communautaire en travaillant avec, bien sûr, les agents de santé à base communautaire donc, qui étaient privilégiés. Merci beaucoup, docteur Bikaba. Merci. Alors, on va prendre 2 dernières questions parce qu'il faudra qu'on clôture. On pourrait continuer très, très longtemps cette discussion. J'aurais moi-même tout un tas de questions, mais il faut quand même qu'on termine parce qu'on a aussi d'autres choses à faire. Donc, Concha a une question et sinon, j'avais une autre question qui est arrivée aussi sur le chat. Concha, je te passe la parole pour ta question. Bon, elle était un peu en ligne avec la question que tu as mise, c'était si à Algérie ou au Burkina Faso, est-ce que vous avez mis des mécanismes spécifiques pour faire le suivi de contact entre les migrants, entre les populations migrantes? Merci. Alors, docteur Méziani ou votre collègue sur l'histoire du dépistage des migrants, hein, si j'ai bien compris la question de Concha. Je vais répondre. Oui, tout à fait. Alors, pour les populations migrantes, bon, elles sont intégrées dans le suivi comme la population algérienne. Il n'y a aucune différence, hein, parce que c'est des populations qui sont prises en charge dans notre système de santé. C'est vrai que parfois elles bénéficient du système de solidarité qui est mis en place parfois par notre ministère de la Solidarité, mais en cas de maladie, comme les soins primaires sont gratuits, ils peuvent se présenter à n'importe quelle structure de santé pour avoir des soins. Et par la même occasion, si un cas se présente,
il va bénéficier exactement de la même prise en charge, à savoir traitement. S'il y a nécessité d'une hospitalisation, il y aura hospitalisation et par la suite, un suivi des contacts. Merci beaucoup pour la réponse. Docteur Pikaba, alors la situation est peut-être différente en termes de migration chez vous, mais je vous laisse répondre à la question et ça permettra aussi que vous nous disiez un petit peu quelle est la situation dans ce domaine au Burkina Faso. Bon, en termes de migration, nous avons plutôt une autre situation. Ce sont les personnes déplacées internes. Au nord, du fait donc de l'insécurité, certaines populations sont obligées de quitter leur village pour aller donc dans des zones beaucoup plus sûres. Et à ce niveau également, nous avons travaillé avec, bien sûr, les acteurs du niveau périphérique, du niveau déconcentré, avec également des ONG qui interviennent là-dedans pour éviter qu'il n'y ait effectivement des cas qui rentrent à l'intérieur, parce que dans ce cas, ça serait effectivement problématique, parce qu'ils sont souvent dans des camps, dans des camps, et cela effectivement pouvait entraîner de plus grandes épidémies d'ampleur. Voilà. Maintenant, les réfugiés, nous n'en avons pas tellement. Nous en avons quelques-unes, un ou deux camps au niveau du nord, provenant d'un pays, mais toujours liés à la situation donc d'insécurité. Merci beaucoup pour vos réponses. Il est presque 25, donc je vais proposer qu'on arrête les questions. Il y en avait d'autres, mais je pense qu'il faut qu'on clôture. On a déjà dépassé un petit peu le temps et c'était très important parce que je trouve que toutes les questions que vous avez apportées, toutes vos présentations étaient très riches et merci aussi à toutes les questions qui ont été posées. On va arriver donc au terme de ce webinaire. Je tiens vraiment à remercier le docteur Bikaba et le docteur Mesiani. Je sais que vous devez être très, très occupés actuellement, mais pour avoir partagé votre expérience et aussi vous tous pour tous les échanges. Et je vais passer la parole à Isabelle Noguer pour un dernier mot avant de vous quitter. Isabelle? Oui, bonjour, merci. Bonjour de l'Institut de Salud Carlos III. Ici, c'est Isabelle Noguer, chercheur de l'École nationale de santé et leader de Medipiet. D'abord, j'aimerais féliciter les intervenants, Dr Karima Messiani et Dr Bikaba, dans ce webinaire qui, dans l'ensemble de Medipiet, a été dédié aux pays francophones. Merci Delphine, notre contrepart en Santé publique France, pour ta participation et aussi à l'équipe de Medipiet pour sa disposition à remplir tous les besoins de partager l'information et la réponse à cette crise. Cette épidémie a pris la plupart des pays sans capacité effective de réponse. Cela veut dire qu'on a besoin d'une préparation beaucoup plus ciblée à un monde globalisé. Une partie très importante de la préparation aux conséquences de la crise actuelle et aux épidémies futures passe par la formation en santé publique, en nombre suffisant et disposant de connaissances et compétences pertinentes. Les professionnels devront disposer de solides bases en épidémiologie afin de comprendre la situation et de proposer des solutions efficaces et basées sur le fait. Comme un exemple, le fait de savoir convaincre le public et les décideurs est une compétence clé des experts en santé publique. Mais aussi, n'oublions pas la concentration des ressources en faveur de la lutte contre la pandémie. Ça peut conduire à négliger d'autres priorités. La crise actuelle va faire augmenter les nombreux problèmes de santé, notamment parce que leur prise en charge a été négligée durant l'épidémie, mais aussi à cause des difficultés économiques, de l'insuffisance des systèmes de soins, de la protection sociale et de la malnutrition. Nous avons appris, d'après cette pandémie, que le système d'alerte et de réponse doivent être renforcés. Pour le futur, il va falloir tenir en compte non seulement le risque posé par les micro-organismes
mais aussi par les menaces biologiques et chimiques. N'oublions pas la résolution 1540 du Conseil de sécurité, sortie il y a 16 ans, et la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, où de nombreux États se sont engagés à ne pas développer ou utiliser des armes biologiques, mais aussi l'absence de régime de vérification. Des conséquences inattendues de cette crise sont à craindre et les experts en santé publique devront proposer des solutions multilatérales et multisectorielles innovantes à ces problèmes nouveaux. Ils devront être capables de collaborer au sein d'équipes multidisciplinaires et de comprendre la dimension internationale de la situation afin de proposer des solutions qui tiennent compte des enjeux globaux. Le projet BDPA travaille en cette direction avec presque une vingtaine de pays engagés dans la formation en santé publique et le renforcement de ces structures régionales de santé publique. Enfin, merci. Salutations pour la famille Medipied et au prochain webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Delphine Antoine aussi pour la modération et l'invitation de la discussion. Surtout aux présentateurs c'est très intéressant. Merci à vous pour avoir participé. Nous allons faire l'explication suivant le webinaire. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, merci, au revoir. Merci. Merci pour tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Concha, je reste connectée un peu ou... Oui, Oui, j'ai 2-3 minutes, pas de problème. De stopper l'enregistrement.